Bonjour à tous, bienvenue à notre podcast Vers l'avenir. Aujourd'hui, on vous parle d'un sujet qui est quand même super important, le scellement. Un peu quelque chose de sous-estimé par nos amis vitriers. On pense à notre aluminium, on pense à nos verres, mais il y a tellement d'importance à utiliser la bonne chose au bon moment. Ça va être facile aujourd'hui parce qu'on a deux experts, Christian, Dominique. Bienvenue. Merci Vincent, merci de l'invitation. Je m'appelle Dominique, je suis de Adfas depuis maintenant 32 ans. Dans les scellants, effectivement, dans plusieurs autres types d'adhésifs, mais principalement des scellants pour l'enveloppe du bâtiment. Puis on va en jaser pas mal, je pense, aujourd'hui. Merci. Christian Guérard, aussi de la compagnie Adfas. Ça fait 22 ans que je suis avec la compagnie. Je m'occupe principalement de la division construction pour le Canada. Alors, tout ce qui se passe en chantier avec les architectes, avec les ingénieurs, puis le développement aussi des nouveaux produits qu'on vient faire sur le marché aussi. J'ai pas l'impression qu'on va manquer d'expérience autour de la table, puis d'après moi, on va démystifier pas mal de choses. Aujourd'hui, on va parler évidemment de plein aspects du scellement. On va parler c'est quoi les types de scellants, on va parler des mouvements, on va parler de la compatibilité entre les produits, des conditions de chantier, puis aussi même de la mousse isolante qui vient tout près de nos produits. Fait qu'attachez vos ventouses, on va sceller ensemble. Choisir le bon scellant. On commence par ça. On va commencer vraiment, c'est la base. Comment on fait pour choisir le bon scellant dans un projet de mur rideau? Bien, la première des choses, c'est de voir l'application. C'est qu'est-ce qu'on vient faire. S'assurer de la compatibilité sur les matériaux aussi. S'assurer de la compatibilité pour un mur rideau sur l'aluminium. Est-ce que l'aluminium y est peint, il est anodisé? Sur les unités scellées, le scellant secondaire. Est-ce que le scellant, c'est quoi la composition du scellant secondaire? Par la suite, c'est quoi la force qui est demandée? On va y aller selon les calculs, les charges de vent. On va y aller avec la grosseur du joint qui va être recommandée aussi. Puis par la suite, c'est d'appliquer. S'assurer de respecter les bonnes procédures d'installation aussi lors de l'application. On entend parler de famille de produits. Juste me parler, c'est quoi les grandes familles dans ces produits-là? Bien, dans les familles, tu as des silicones. Dans les scellants, tu as des silicones, tu as des latex, tu as des scellants hybrides, vous avez des polyuréthanes. Donc, il faut juste s'assurer avec lesquels on va aller à la bonne place. Par exemple, les acétoxy, qui sont des antimoisissures, qui sont surtout utilisés pour l'intérieur. Les silicones neutres qui vont surtout être utilisés pour l'enveloppe du bâtiment, les polyuréthanes aussi, selon les applications, et les hybrides qui viennent jouer comme entre un silicone et un polyuréthane, donc hybride peinturable. J'aimerais ça que vous m'en dites plus. Évidemment, nous autres, on est dans le bâtiment, fait qu'on a l'extérieur. Vraiment sur les silicones, polyuréthane, nous donne un peu plus de détails. Qu'est-ce que c'est chacun d'eux? Bien, le silicone neutre, il va être beaucoup utilisé pour les applications structurales, pour l'enveloppe de bâtiment, comme Dominique disait, surtout aussi comme compatibilité sur plein d'autres matériaux. L'avantage des silicones neutres ne contiennent pas de solvant, fait qu'ils ont une meilleure résistance au UV, une meilleure flexibilité, plus compatible même avec des membranes pour coller des panneaux expansés. Il y a plusieurs applications au silicone neutre, mais principalement tout ce qui est l'enveloppe du bâtiment sur les types de revêtements, revêtements métalliques, revêtements de bois, pour les périmètres des porte-fenêtres, application aussi utilisée comme une application structurale. Alors, le silicone neutre, avec sa bonne élongation, sa résistance au UV, sa longue durée de vie, un silicone neutre peut être bon pendant 50 ans. Alors, c'est sûr et certain que la force, l'avantage... Tu as dit 50 ans, moi, chez nous, il me semble qu'on vient de le faire puis il a craqué. Là. Oui, mais c'était pas un Adfas. Ah, non. C'était pas du silicone neutre. C'est silicone neutre. Ouais. Le polyuréthane, tantôt, vous avez dit aussi, est-tu moins bon? Est-tu moins cher? La différence, non, c'est les mêmes prix. Vous allez voir sur certains substrats les mêmes adhésions. Par contre, le silicone, il va résister au UV. Donc, avec le temps, il va garder son élongation. Okay. Pourquoi ça a craqué chez toi? C'est que probablement tu avais un polyuréthane. Avec le UV, ça sèche. En s'asséchant, ta bâtisse, elle continue à bouger au fil des années. Fait que, étant donné que le polyuréthane vient dur, avec le mouvement de ta bâtisse, il va tout craqueler. C'est là que les infiltrations vont commencer. Est-ce que, dans le fond, c'est pas tout à fait le bon produit qu'il aurait dû aller là? Exactement. Puis j'entends aussi le latex.
Quand est-ce qu'on est scellement au latex? Bien, latex, ça va être surtout pour l'intérieur. Si on n'a pas une grande résistance aux intempéries, mais c'est un scellant pas trop cher, peinturable, qui fait la job pour les OG, des choses comme ça, que tu dois aller peinturer. Donc, c'est vraiment pour l'intérieur là, qu'on va aller avec les latex. Puis, comme je disais tantôt, les acétoxy, qui sont les silicones de cuisine et salle de bain, c'est vraiment pour l'intérieur aussi, là. Très important dans le choix du produit en partant, là, de ne pas en prendre un intérieur, un extérieur, puis s'organiser pour qu'il y ait long. Exactement. Exactement. On va maintenant parler de durabilité. Pour nous autres, ce qui est important, c'est que le produit se tienne dans le temps. Qu'est-ce qui influence le plus la longévité, excusez-moi, d'un joint dans un mur rideau? La longévité, bien, c'est sûr, certain que ça va être la compatibilité encore là sur les autres matériaux. Oh. Encore là, s'il y a une réaction sur une surface qui est non conforme, bien, le produit peut faire une réaction comme un jaunissement. Il peut avoir le solvant peut venir attaquer sa surface. Mais à ce moment-là, le silicone neutre, quand il va être bien installé, une bonne compatibilité et que les étapes d'installation sont bien respectées pour avoir la meilleure adhésion possible, la longévité va être super bonne. Vous allez l'installer, puis il n'y a plus de question avec le reste. Tout va être fait, c'est terminé, puis la durée de votre mur rideau, la durée de votre fenêtre, par exemple, ça va être la durée de vie de votre silicone. Si on y va avec d'autres types de produits, comme Dominique parlait, les polyuréthanes, on va y aller avec des durées de vie à peu près de 8 à 12 ans maximum. Justement, comme que Dominique expliquait, à cause de la résistance UV, les craquements qui viennent se faire en surface, la perte d'élongation avec le temps, et plus qu'on va avec les autres produits, des hybrides, on va aller chercher des bonnes durées de vie aussi, des 25 ans, et les latex, ça va être inférieur. Fait que si je comprends bien, tu es un vitrier, tu vas avoir un produit que tu vas repasser avec ta femme dans 25 ans, tu dis ça, c'est moi qui ai fait la job. Tu es fier de le dire, puis tu vas arriver tout près de la job, et c'est bon. Il faut que tu aies, oui, un bon produit comme le silicone, et aussi la bonne application. Fait que c'est pas toujours le produit qui fait que ça ne durera pas le 50 ans. C'est où est-ce que c'est les pires places, qu'on pourrait dire, là, qui vont affecter notre durée? Bien, la préparation de surface, c'est souvent trop négligé. Ah. On est sur des chantiers, il y a de la poussière, il y a des corps gras. Si on ne nettoie pas les surfaces avec de l'alcool ou si on n'utilise pas un primer tel que requis par le manufacturier selon l'application, l'application elle peut être mal utilisée, donc ça va causer des problèmes là, avec le temps. Vraiment, la préparation de surface, c'est la solution numéro 1. Là. Puis j'entends que c'est aussi le problème numéro 1. C'est des places où les gens vont négliger. On met le silicone, ça ne paraît plus, mais quelques années plus tard, on voit apparaître. Exactement. D'où vient-ce pour ça? C'est super important. On se promène toujours, les représentants à face, on est toujours aussi sur les chantiers, à s'assurer de bien former les installateurs pour s'assurer qu'ils viennent respecter les bonnes étapes. Parce qu'on le sait, un contracteur a le projet, puis déjà, on pense déjà finir le projet le plus vite possible. Mais si on fait les choses trop vite, on vient négliger les préparations de surface ou certaines étapes. Puis si on néglige, c'est des problèmes éventuels que le contracteur risque d'avoir. C'est le fun. Tu parles justement d'aller au chantier, peut-être un peu de former, mais comment on fait pour vraiment faire des tests pour savoir si ça a été bien fait? Puis, parce que comme des fois, propriétaire d'entreprise de vitrerie, c'est pas tout le temps toi-même qui l'a fait, le silicone. Fait un coup qui a été installé, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer qu'on a une belle job, qu'on livre à notre client puis ça va durer? En début de projet, il faut vraiment faire un test d'adhésion. Souvent, on nous appelle quand le projet est terminé. Ouais, on a fait 12 étages, puis hey, il n'y a rien qui colle. OK, mais on a-tu fait un test d'adhésion au début du projet? Donc, il faut faire un test d'adhésion. Ça prend 7 jours selon les tests qu'on va aller. Il y a des normes STM pour ça. Donc, on va faire un test, on va appliquer avec et sans primer, on va faire des préparations de surface, on va attendre 7 jours, puis on va venir couper le scellant, puis on va l'étirer du double pour voir si l'élongation puis l'adhésion est bonne. Donc ça, c'est un premier test facile à faire, puis qui est vraiment viable.
Donc, ça évite beaucoup de catastrophes. Ce que je vois, c'est surtout, mettons, dans un produit où on a notre produit qu'on connaît bien, on a notre mur rideau qu'on connaît bien, mais on va aller sur des surfaces qu'on est moins habitué, puis on veut s'assurer que tout ça se marie bien. Souvent, ces tests-là, on va venir les faire sur les surfaces poreuses. Pourquoi les surfaces poreuses? C'est eux qui demandent le plus de préparation de surface. Ah oui? Une surface poreuse va souvent s'il y a eu un ancien scellant, une brique qui a été contaminée, une surface poreuse qui a été contaminée, des fois, il y a une remise à l'état à neuf, il y a un nettoyage, il faut utiliser un après sur la surface pour jumeler les liens chimiques pour avoir une bonne adhésion avec le silicone. Comme qu'on parlait aussi, Dominique, après 7 jours, on peut venir faire un test d'arrachement, mais il faut faire attention aussi parce que le 7 jours, c'est quand que la température est adéquate. Oh. Si on tombe en hiver, la période d'attente, elle va être beaucoup plus longue parce que le temps de cure du silicone, il va être beaucoup plus lent. C'est quand même important de parler de la température qu'on est. Je t'ai entendu parler de nettoyer la brique. Notre collaborateur qui a installé la brique veut laver sa brique, veut laver ses produits aux côtés. C'est quoi le délai qu'il faut respecter pour être certain que notre silicone ne soit pas attaqué par d'autres produits, qu'il ait eu le temps de le prendre, comme on dit? La cure complète? Un nettoyage, exactement. Là. Bien, la cure, si on parle d'un silicone, la cure complète du silicone va être 21 jours à 23 degrés, 50 d'humidité. Oh. Alors, s'il fait 23 degrés, 50 d'humidité pendant une semaine, déjà là, c'est pour ça qu'on est capable de dire après 7 jours, on vient venir faire quand même un test d'arrachement parce que la cure est quand même elle va être peut-être à 90 %. Alors, elle va être assez bonne pour pouvoir vérifier l'élongation et la surface de contact sur les matériaux choisis. Si ça a été un édifice où on vient faire des tests d'arrachement, où il y a déjà eu un ancien scellant, bien à ce moment-là, il faut s'assurer que l'ancien scellant, la cure est terminée. Si la cure est terminée, on va enlever complètement l'ancien scellant, que ce soit avec une meuleuse ou il y a plusieurs outils qui sont dans le marché. Mais on va venir retirer complètement pour remettre la surface à l'origine. C'est important, cet espace-là, de bien nettoyer, de bien cureter, si on peut dire, le vieux, parce qu'on n'est pas toujours dans des bâtiments neufs. Les fenêtres, très souvent, on les enlève, on en remet des nouvelles. Fait que ce que je comprends, c'est qu'il y a comme 3 piliers. Un produit adapté, évidemment, une surface préparée, puis une application soignée, quelque chose de bien fait. C'est là que ça se passe. On s'en va vers la compatibilité chimique et les planifications des détails d'étanchéité. On avait le produit, on avait la durabilité, mais il y a cet élément-là de la compatibilité chimique, pour moi, est très important. Puis je veux vraiment vous entendre là-dessus. Il y a vraiment beaucoup d'incompatibilités. Il faut vraiment faire attention avec ça. Nous, on est compatibles, par contre. Oui, très compatibles. Des fois, un peu trop. Il y a beaucoup de scellants qui... Mettons, on va prendre l'exemple du verre. On a un thermo, une unité scellée. Si on n'utilise pas un bon scellant, puis il va toucher au scellant secondaire de l'unité scellée, on peut le contaminer puis le déceller. Oh! Ça, c'est une catastrophe. J'ai déjà vu des bâtisses, après 2 semaines, les vitres étaient toutes buées parce qu'il n'y a pas un bon scellant qui avait été utilisé. Donc, il faut que le scellant soit approuvé par le manufacturier. Puis là, si ça a été fait, toutes les unités scellées sont brisées. Là. C'est fini. C'est terminé. Il faut tout changer les unités scellées. Oui. Fait que, comme on disait, vérifier dès le départ les compatibilités. C'est très important et non attendre qu'on ait fini le projet pour vérifier les compatibilités. Il va être trop tard. Mais ça se fait encore. Ça va coûter le maximum. Exactement. Puis c'est vraiment facile à vérifier. Ça peut être les cales d'assises. Pas utiliser les bonnes cales d'assises. La cale d'assises, elle peut contaminer le scellant secondaire, puis contaminer le verre. Les membranes. Il y a beaucoup de membranes d'étanchéité sur les chantiers. Il faut vérifier les compatibilités. C'est pas tous les scellants qui sont compatibles avec les membranes. Fait qu'il y a vraiment plusieurs membranes sur le marché, donc plusieurs tests de compatibilité qui ont été faits. Faut vérifier ça là également. Puis ça peut paraître compliqué de savoir qu'est-ce qui est compatible ou pas. On a un laboratoire indépendant chez Adfas, puis on offre le service gratuitement à nos clients de nous fournir les matériaux, les substrats. Nous, on vient les tester dans notre laboratoire indépendant et on vient tout rajouter ces informations-là sur notre site Internet.
Sur notre site Internet, on va dans la documentation technique de nos produits. Il va y avoir une section compatibilité des matériaux et pour les scellants à de face ou pour notre mousse. Et vous vérifiez à ce moment-là si les matériaux que vous utilisez sont compatibles. S'ils sont compatibles, vous pouvez faire votre application sans crainte. Je comprends bien qu'on peut tester ça, dans le fond, en même temps que au même moment qu'on fait les dessins d'atelier. Là. Exactement. C'est le bon timing, là, si on veut pas avoir de surprise après. Là. Exactement. Toujours ces choses-là, c'est toujours au début des travaux. Et non comme Dominique disait, quand on est rendu au 12e étage, qu'il reste 2 étages à faire, puis que finalement, c'était pas les bonnes procédures ou que les produits sont pas compatibles. Toujours vérifier ça au début des travaux. En gros, on parle vraiment d'une coordination technique entre tous les joueurs, tous les produits pour s'assurer que ça soit une réussite. Surtout si c'est des produits qu'on n'a pas travaillé souvent avec, souvent ensemble. C'est là que les surprises doivent arriver le plus. Exactement. Puis la communication doit se faire au début. Le projet, il ne sort pas la journée qu'on doit appliquer le scellant. Le projet, ça fait vraiment plusieurs mois qui est dessiné, qui est prêt à être monté. Il faut commencer à avoir les discussions. Je ne veux pas taquiner, là, mais j'ai comme l'impression qu'avec l'expérience que tu as, c'est arrivé au moins une fois. Une ou 2 fois, je te dirais. Peut-être. Donc, c'est question de communication. Puis des fois, les gens ne sont pas sûrs. Il n'y a pas de mauvaise question. Appelez, envoyez la demande par courriel, par téléphone. C'est vraiment, vraiment important. Mais dès le départ du projet, on sensibilise les architectes à ça aussi, à mettre des conditions dans le devis, de vérifier les compatibilités. Ça ne se fait pas toujours. Donc, il faut vraiment... C'est indiqué, on le sait au départ. Il faut vérifier dès le début. Ça va éviter des milliers de dollars, des catastrophes. Mais c'est comme une assurance tranquillité un peu, là, de prendre le temps d'analyser ses produits, d'avancer, parce que étendre le silicone, ça peut prendre des heures, des jours, voire des semaines et des semaines à en mettre. Tandis que la vérification, on parle de minutes et d'heures maximum, puis on fait notre tournée. Là. Mais on est toujours mieux de prendre le temps de faire les choses pour que dans 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on n'ait pas de problématiques qui apparaissent. Si des fois on fait les choses rapidement, dans 5-10 ans, il peut y avoir un problème d'infiltration d'eau. Et la problématique, ça va être de refaire complètement à ce moment-là qu'est-ce qui a été fait. Alors, c'est plus une perte de temps, puis c'est une grosse perte monétaire. Oui, absolument. Puis une insatisfaction face à votre client, tout qui s'attend d'un professionnel qui a vérifié ces choses de base. Oui. On s'en va, les gars, ailleurs un peu, plus conditions climatiques. Les essais sur chantier, ces choses-là. Sur le terrain, là, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, c'est le climat. Il y a une partie du silicone qui va se mettre en usine, mais il y a une partie qui va être sur le terrain. Fait que ma première question, c'est comment un scellant ou une mousse peut-il réagir quand il faut travailler sous la pluie, dans le froid ou en plein soleil? C'est quoi les différences? Bien, les produits, les différences, c'est plus qu'il va faire froid, plus qu'une mousse, plus qu'un scellant va réagir moins rapidement. Fait qu'il faut prendre ça en considération. De la façon qu'on travaille en plein été, on ne va pas travailler de la même façon en plein hiver. Premièrement, pour la mousse, il faut prendre les produits adéquats. Alors, s'il fait moins 20 à l'extérieur, il faut prendre une mousse qui va résister et qui va pouvoir être appliquée à ces conditions-là. Chez Adfast, on a notre Adfoam. On a un produit qui s'applique jusqu'à moins 5, mais on a un autre produit qui s'applique jusqu'à moins 25. Silicone neutre. Silicone neutre va s'appliquer par temps froid. Il va s'appliquer jusqu'à une température de moins 29 degrés Celsius. Par contre, il s'applique à moins 29, mais s'il fait 20 à l'extérieur et moins 20, il n'y aura pas le même temps de cure. Le temps de cure va être beaucoup plus lent. Dans un exemple de mur rideau, on va garder les plaques à pression durant tout le temps de la saison hivernale, justement pour qu'on arrive en plein été, qu'on enlève les plaques à pression parce qu'on va avoir une cure de 21 jours à 23 degrés, 50 d'humidité. Juste pour être certain qu'on ait bien compris, le temps de cure, c'est le temps entre l'application et le temps qui est à son plein potentiel. Exactement. C'est bon, merci. Donc, les conditions météorologiques influencent directement la méthode d'application. C'est ça que je comprends. Oui, exactement. Je vais te donner un exemple. Mettons, les silicones sont appliqués, Christian disait, jusqu'à moins 29, peu importe. Tu as des polyuréthanes. Quand il fait froid, tu n'es pas capable de les appliquer. Ils sont trop durs. Fait que les gens, ils vont chauffer les produits pour pouvoir les appliquer. Là, tu vas avoir un produit chaud
appliqué sur une matière froide, ça ne fait pas une bonne adhésion. Là. Il fait moins 10, tu laisses le silicone à moins 10, tu appliques sur moins 10, tu vas à 100% de l'adhésion. Oh, c'est vrai que c'est quand même important de parler avec son fournisseur de produits. Comment le travailler selon les températures? Oui. Jamais chauffer les produits. On parle de joints de dilatation. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Bien, joint de dilatation, c'est souvent, c'est où est-ce que ça bouge le plus, c'est la capacité de mouvement. Il y a des normes ASTM C719 sur le marché qui est la capacité de mouvement. Donc, c'est des classes. Silicone neutre pour l'enveloppe du bâtiment, comme on a, c'est une classe 50. Donc, 50% d'élongation, 50% de compression. Puis la classe, elle fait un cycle comme ça à différentes températures, différents taux d'humidité. C'est un produit qui est une classe 25, ça va être 25% d'élongation, 25% de compression. Fait que dans le temps, ça va être plus faible. On est mieux d'aller avec des scellants classe 50 pour les joints de dilatation, même 50/100, qui est 100% d'élongation, 50% de compression. C'est le plus performant dans les joints de dilatation. Donc, il faut aller dans ces scellants. Puis là, je pense qu'on rajoute un autre professionnel qui est l'ingénieur qui va vous dire justement qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de dilatation ou pas, là. Oui, il peut y avoir un calcul qui se fait selon la charge, là. Absolument. Et on en revient au départ, c'est selon le type de l'application. Oui. Fait que c'est ça qui va venir choisir le bon scellant selon le type de l'application que vous faites. À la fois, ça peut sembler mineur sur papier, sauf que c'est assez majeur en application parce qu'il fait juste pas la job qu'il aurait besoin. Exactement. Une fois que les joints sont terminés, comment on valide que tout est conforme? Tous nos joints de silicone sont installés. Comment on s'assure que c'est conforme? Bien, comme qu'on parlait tantôt, sûr et certain, si on vient faire un test d'arrachement, le test d'arrachement au début des travaux, pour savoir s'il est bien conforme, on va venir faire le test d'arrachement, on va voir les points d'appui, si on a une bonne adhésion, si le scellant vient chercher sa bonne élongation. En faisant ces tests-là au début des travaux, puis que la même procédure est respectée tout le long des travaux, mais on va venir s'assurer qu'au final, si tout a été respecté dès le départ, toute la bâtisse va être conforme. Le scellant va terminer sa cure et on n'aura pas de souci à se faire. C'est pas tant à la fin qu'au début qu'il faut le faire. Exactement. Fait que, si je comprends bien, c'est vraiment une bonne préparation. Après ça, on a les conditions de la pose, le bon timing, le bon produit, la bonne façon de l'appliquer, puis les vérifications en cours de route. Exactement. Merci. Prochain point, les normes et validations. Nord-américaines, évidemment. J'aimerais ça qu'on reparle un petit peu des normes, un peu des principes. Si vous pourriez me redonner un peu les grandes normes qu'il faut savoir réfléchir là-dessus. Bien, il y a plusieurs. C'est les normes ASTM qu'on doit vérifier. Le C719, c'est une des plus importantes selon nous. Mais il faut vérifier aussi les résistances aux UV, les pouvoirs tachants. T'sais, mettons qu'on fait un mur en marbre. Si on n'utilise pas un bon scellant qui a une huile de mauvaise qualité, bien, l'huile, elle va toute entrer dans le marbre puis ça va tacher le marbre. Ça, tu ne peux plus enlever ça. Donc, il y a des ASTM pour ça. Il y a ASTM pour la dureté, pour l'élongation, pour la force en adhésion. Donc, il faut tout vérifier. AMA pour les États-Unis, c'est toutes des normes qu'on peut faire en laboratoire, comme le test UV, par exemple. C'est mis dans une machine, puis il y a des cycles de 3000 heures, 5000 heures, qui va représenter 20 ans dans le temps. Donc, tu vas savoir au UV à quoi va ressembler ton scellant dans 20 ans, la couleur, la forme, etc. Là, on est vraiment en laboratoire. On est capable d'accélérer 20 ans en espace. Oui. C'est quoi les autres tests qu'il y a de fait en laboratoire? Parce qu'on a parlé des tests en chantier tantôt, mais plus en laboratoire qui vont être faits avant pour... Bien, même chose, la capacité de mouvement. On a un appareil qui va mesurer l'élongation puis la compression. Puis c'est un appareil vraiment fermé, donc on peut changer la température dans le cycle. Donc, on va faire plusieurs cycles à différentes températures. On va changer le taux d'humidité aussi. Donc, ça, c'est la norme du classement. Ça va être fait dans le laboratoire. Savoir les bonnes normes aussi, c'est super important. Ça va revenir à l'application initiale. Mm-hmm. Quand on sait l'application initiale, on peut vérifier à ce moment-là c'est quoi les normes qui se rattachent à cette application-là. Comme par exemple, puis il faut respecter aussi le nouveau code du bâtiment. Par exemple, aussi on a la mousse uréthane qu'on a actuellement. Et avec la mousse uréthane, on s'est certifié CAN ULC S710.1
Et la raison pourquoi on a fait ça, c'est avec le nouveau code du bâtiment, il y a une certification qui est requise. Et la plupart, présentement, des architectes, des ingénieurs ne demandent pas encore cette certification-là. Mais par contre, elle est demandée dans le code du bâtiment. Fait que les architectes aussi, c'est à eux de se mettre à jour pour vérifier que la certification, lors de leurs travaux ou leurs demandes d'application, qui viennent respecter le code du bâtiment à jour avec la certification. Mais c'est intéressant ce que tu dis là. Dans le fond, c'est que tantôt, la norme est trop sévère, tantôt, elle ne l'est pas assez. Vu que vous êtes les deux mains dans le silicone, vous le voyez plus rapidement peut-être. Vous conseillez quoi à un propriétaire de bâtiment qui, lui, veut s'assurer que ça soit y pensé? Il y a plusieurs tours à bâtir, puis il ne veut pas arriver qu'il y ait ce genre de problème-là. Là. De faire affaire avec ADFAS, puis on va gérer ça. Un fabricant comme vous êtes capable d'aider l'architecte, l'entrepreneur. C'est ça que j'entends. On va aider tous les corps de métier. On va se rendre aussi sur le chantier au début des travaux, s'assurer de la conformité, des procédures qui sont respectées, encore vérifier l'adhésion, les compatibilités. On va aider le contracteur, l'architecte, l'ingénieur d'A à Z, du début jusqu'à la fin. On va aller un peu dans le niveau légal, parce que vous avez probablement un département légal, vous aussi. Qui va prendre la responsabilité de ça, de savoir si on a le bon produit, si on a suggéré le bon? C'est-tu la responsabilité de l'architecte, du vitrier, d'ADFAS et du manufacturier de silicone? C'est l'architecte qui fait le devis, donc il faut suivre le devis. Ouais. Tout part du devis. C'est pour ça qu'on fait des formations aux architectes pour s'assurer que les bons requis sur le devis dans les salons sont là. Donc, c'est vraiment le devis qui part. Je pense que ça va être la communication avec tous les corps de métier. Si l'architecte communique avec le manufacturier, avec le dessinateur, avec l'installateur, si tout le monde va dans la même direction, c'est comme une équipe de hockey en tant que telle. S'il y a un joueur qui joue tout seul, ça ne marchera pas. Personne ne peut gagner. Mais si tous les joueurs s'unissent puis jouent ensemble, bien à ce moment-là, on est capable d'avancer, on est capable d'aller chercher la victoire. C'est la même chose en construction. Si tous les corps de métier travaillent ensemble, on va aller chercher la réussite des projets au final. J'aime ça. Puis le vrai gagnant va être le propriétaire du bâtiment qui va avoir un bâtiment à long terme. Le vitrier qui va avoir des jobs, qui va être fier de lui. Puis l'architecte aussi. Fait qu'à quelque part, il faut que tout le monde soit là-dedans parce que sinon, oui, le produit va faire sa garantie, mais il ne sera pas vraiment durable à son plein potentiel. Exactement. On vous amène d'ailleurs, les gars, quelque chose que dans le mur rideau, nous autres, on aime bien gros, c'est les joints de silicone. Les SSG, là, horizontales, verticales. Mais là, c'est plus juste pour le scellement, là, c'est quelque chose de structurel. C'est un élément de structure là, lorsqu'on utilise le silicone dans ce temps-là. Fait que c'est quoi les étapes qu'il faut penser? Bien, les étapes, il y a plusieurs étapes. Premièrement, c'est déterminer le type de mur rideau. C'est quoi le type d'aluminium? C'est-tu un aluminium anodisé, un aluminium peint? Après, c'est vérifier la compatibilité des matériaux. Si c'est une application structurelle, à ce moment-là, c'est un mur rideau 2 faces, un mur rideau 4 faces. De venir s'assurer. Tu dis 2 faces, 4 faces, ça ne sera pas le même silicone, ça ne sera pas la même largeur? Il y a comme chez nous, on a un produit qu'on fabrique en 400 couleurs, qui est approuvé aussi pour les joints de périmètre, mais qui est approuvé aussi pour les applications structurales 2 faces. Si on tombe dans un 4 faces, ce produit-là n'est pas conforme. Alors, on y va avec vraiment notre silicone structural 4940 ou nouvellement notre 45-50 avec un temps ouvert plus long. Et par la suite, pour les joints de périmètre et d'étanchéité, on va y aller avec le 45-80, notre Atil DWS. Mais notre Atil DWS est approuvé structural 2 faces. Alors, si on identifie le bon type de mur rideau, on est capable de venir recommander le bon produit. Après, comme la compatibilité, Dominique en parlait tantôt pour les cales d'assises. S'assurer de la cale d'assise si elle est compatible avec l'unité scellée. Les préparations de surface, bien nettoyer. S'il y a un corps gras ou un résidu qui est sur la surface, on va venir recommander de nettoyer avec l'IPA, qui est un isopropyl alcool. Ensuite, la grosseur du joint. On parle d'une application structurelle. C'est quoi la charge des vents? On va choisir la grosseur d'un joint.
un joint de silicone structural. C'est un ratio 2:1. C'est pas selon ce que l'architecte trouve beau. J'aimerais ça d'avoir petit de même, là, puis ça serait beau. Ouais. Non, le plus petit possible, ça marche pas. C'est le joint minimal. On va y aller avec un joint d'1/4 par 1/2. Si le joint est plus gros qu'un demi-pouce, il va falloir s'ajuster parce que ça ne sera pas un scellant monocomposante. On va y aller avec un silicone 2 composantes pour aller chercher la force de cure. 2 composantes, juste pour nous expliquer bien, c'est quoi? Ça va être un activateur qui va être mélangé avec la base du produit qui va permettre une cure en 24 heures. Okay. Sinon, la cure d'un monocomposante va être de 21 jours à 23 degrés, 50% d'humidité, mais un 2 composantes, ça va être une cure en 24 heures. Alors, le temps d'attente est beaucoup plus rapide, le prix est beaucoup plus cher. Alors, c'est des choses à prendre en considération. Qu'est-ce qui justifie qu'un est plus cher que l'autre parce qu'il y en a un qui est plus rapide? Qu'est-ce qui ferait que tu vas utiliser plus un que l'autre? Puis... Les produits, les composantes du produit. Si on a un projet qu'on ne peut pas attendre que dans 2 jours, la réparation doit être complétée du mur rideau, mais à ce moment-là, on n'a pas le choix d'y aller avec un silicone 2 composantes. Si vous êtes capable d'attendre, on va y aller avec un monocomposant. Puis on va laisser le crapaud, la petite plaque à pression, ça, si je comprends bien. Exactement. Le silicone 2 composantes, souvent à 95% du temps, il est utilisé en usine pour faire, ils appellent ça du pre-glaze, donc du pré-assemblage. Après ça, ils vont juste accrocher le mur rideau. Puis là, une composante, lui, il va être installée en chantier directement. Puis il y a aussi souvent, à la fin, un contrôle visuel de tout ça. Là. C'est quoi les choses à savoir faire un beau et un bon joint de scellant? Premièrement, c'est un art, appliquer le silicone. C'est pas tout le monde. Ça fait 22 ans que je suis avec la compagnie. Ça fait 22 ans que j'essaie de faire des beaux joints. On sait comment le faire, mais on est cordonnier mal chaussé. Mais c'est bien le façonner. Premièrement, c'est de s'assurer d'avoir un bon support quand on vient faire l'application. On est dans une ouverture, on a une cavité, on vient installer un fond de joint. Le fond de joint va respecter 1,5 pouce maximum pour la profondeur. Et qu'est-ce qui va venir aider? Quand on va venir le façonner, eh bien, on va enlever tout l'air qui pourrait se retrouver derrière la façade du scellant. On va optimiser le point de contact sur chacune des surfaces et on va venir s'assurer d'avoir un support en arrière quand on va venir le façonner. De cette façon-là, on va avoir une finition parfaite, forte, où ce que le produit, le silicone, va pouvoir aller chercher son élongation correctement. Ce que j'entends, c'est que ça faut qu'il soit solide et élégant en même temps. Exactement. Ouais, c'est un scellant qui est appliqué manuellement avec plein de courbes et de waves en tant que tel. Ça va être beaucoup moins beau esthétiquement. Un produit qui va être appliqué, qui va être lisse sur toute la surface, va être beaucoup plus beau esthétiquement. Merci. On a parlé beaucoup de scellant. Je vous amène un peu ailleurs. En arrière du scellant, les mousses, la bon vieux uréthane giclée. Qu'est-ce qu'il faut savoir à propos de ces mousses-là? Bien, une mousse uréthane, c'est vraiment important de bien choisir, même chose que les scellants, bien choisir la mousse uréthane. Je te donne un exemple. Dans le marché, il y a des mousses uréthane 4 saisons. Mais on sait que la mousse uréthane, elle réagit à l'humidité. Donc, elle gonfle à l'humidité. Elle va gonfler plus en juillet, elle va gonfler moins en janvier, février. Fait que tu ne peux pas avoir la même réaction en janvier puis en juillet. Donc, c'est comme les pneus d'été. On n'a plus ça parce que ça ne marche pas, les pneus d'été, l'hiver. Puis l'hiver, les pneus d'hiver, l'été, ça ne fonctionne pas. T'es-tu en train de dire qu'il faudrait changer notre mousse isolant à toutes les saisons? Ou? Non, à l'application. À l'application, OK. Il faut que tu utilises la bonne. Christian a parlé tantôt d'une mousse pour l'hiver. Tu ne peux pas l'utiliser au mois de juillet. Tu as des mousses pour printemps, été, automne que tu ne peux pas utiliser en janvier. Là, je m'en vais vraiment avec l'autre podcast avec Marc Bilodeau qui parlait d'une photo quand on faisait un projet, puis une photo quand on déposait un prix. Ce que j'entends, c'est pas les mêmes produits. Est-ce qu'il y a des différences de prix aussi à ces produits-là? Le produit d'hiver, le produit d'été? Pas beaucoup. OK, c'est pas... Non, pas beaucoup. Mais si, par exemple, tu utilises la mousse d'été en hiver, elle risque de s'affaisser ou toutes s'égrener. Des fois, tu ne le vois pas au début. Donc, les gens, ils viennent fermer les endroits rapidement, mais quand tu ouvres après quelques jours ou quelques semaines, tu n'as quasiment plus de mousse. Il n'y a rien qui isole. Il n'y a rien qui isole. Il faut vraiment utiliser la bonne mousse.
en mettre trop. On va s'assurer que ça soit bien isolé, on va en mettre beaucoup. C'est pas mieux non plus, elle ne séchera pas ou elle ne séchera pas bien ou elle va faire des alvéoles, elle n'isolera pas. L'autre chose qui est important de vérifier dans les mousses, c'est les cellules fermées. Il y a des mousses, la mousse idéale à utiliser, c'est 80% de cellules fermées. Ça, c'est quand on coupe le joint de mousse, quand il est sec, tu as des microbules. Quand la microbulle est micro, c'est excellent. Quand tu as des grosses bulles d'air, ça, on parle de 60 à 70% de cellules fermées. Ça, c'est moins bon. 1, ça isole moins. 2, elle peut rétrécir. Mais elle va rétrécir des fois après une semaine. Après une semaine, tu as refermé l'ouverture. Fait que tu ne le vois pas. Si ça rétrécit d'un quart de pouce ou de 6 mm, l'air, elle va passer. Donc, 80 cellules fermées, 80%, la mousse, elle ne rétrécira pas. Tu n'auras pas d'air qui va passer. Bien important de vérifier. Puis là, une mousse, c'est pas un scellant. Non, il faut sceller. Oui. Oh, c'est important parce que je pense que vous avez peut-être déjà vu ça quelque part, là, sur un projet il y a 20 ans. Oui, bien, dans les tours à condo aujourd'hui, c'est la grosse mode, c'est d'ajouter justement un scellant d'étanchéité intérieure pour justement qui va venir utiliser un peu comme un pare-vapeur, s'assurer que l'air, l'eau ne puisse pas passer à travers. Sinon, ça rentre dedans. Exactement. On n'a pas parlé, mais le taux d'expansion de ces mousses-là. À quel point ça peut devenir bon ou il faut changer de produit? Aidez-moi un peu à démêler ça. Il faut aller, il y a plusieurs types. Tu as de la triple expansion, puis tu as de la basse expansion. Quand on installe les portes et fenêtres ou sur une enveloppe du bâtiment, on va avec la basse expansion. Je donne un exemple d'une fenêtre résidentielle chez toi, tu as mis de la mousse, tu en as mis un peu trop. Elle va tellement expandre qu'à un moment donné, tu ne seras plus capable d'ouvrir ta fenêtre. Elle ne fermera plus parce qu'elle va avoir croché un peu. Donc, il faut vraiment aller avec des mousses basse expansion puis s'assurer de mettre la bonne quantité. C'est mieux d'en mettre un peu moins au début puis d'en rajouter un petit peu après que remplir au complet le trou. Puis des fois, ça peut gonfler pendant 2 jours. Tu vas couper, ça va continuer à sortir. Il faut éviter ça, là. Je comprends, mur, rideau, fenêtre, on y va avec faible expansion. Toujours. C'est quoi les bonnes pratiques à retenir pour l'application de la mousse? Pour la mousse, bien, c'est de s'assurer, si on parle de porte-fenêtre, de vraiment bien isoler dans la zone chaude, la zone qui va être en ligne à ce moment-là avec votre unité scellée. Si on vient isoler à l'extérieur ou avant cette zone-là, on peut venir créer des risques de condensation. Fait que juste de commencer à venir faire le premier cordon. Un cordon, on va parler environ un cordon d'environ 2,5 pouces après son expansion. Et si vous avez une ouverture de 6 pouces, ben c'est de le faire en plusieurs couches. Vous faites votre première couche, vous avez votre expansion de 2,5 pouces et par la suite, vous attendez quelques heures si c'est possible. On vient faire la deuxième couche ensuite. On ne vide pas la canette au complet là, pour remplir le 6 pouces ou le 8 pouces. Non, il ne faut jamais, parce que comme qu'on parlait, il va y avoir un gros problème d'expansion. S'il y a un problème d'expansion, ça va sortir vers l'extérieur, on va venir la couper. Quand on va venir couper la mousse, c'est qu'on vient enlever la barrière aussi qu'elle offre, la protection. La membrane, elle ne sera plus existante puisque la mousse va avoir été coupée. Bien, c'est pour ça qu'on va toujours recommander que ça soit vraiment à l'intérieur. La partie de la mousse qu'on peut venir couper, ça va être la partie intérieure, puisqu'après, on va venir la terminer soit avec un joint de scellant d'étanchéité intérieure ou sinon avec un ruban anti-adhésif rouge, un duct tape qu'on appelle, qui va venir faire un peu le vapor barrier. On voit souvent le boudin d'étaphome qui vient se mettre juste avant le joint de scellant. Est-ce qu'on met ou on ne met pas ce boudin-là quand on a de l'uréthane ou on met le silicone directement sur l'uréthane? On peut mettre le boudin, c'est compatible. Qu'est-ce qui aide le boudin? C'est en polyéthylène, donc il n'y a rien qui colle dessus. On vient s'assurer que quand on met le scellant, on colle seulement sur les 2 périmètres chaque côté, 2 surfaces et non sur une 3e surface. Si on va coller sur si on n'a pas de boudin d'étaphome, on vient coller sur une 3e surface, on perd toute l'élongation du scellant. Si on met le scellant sur l'uréthane, est-ce que ça fait 2 ou 3 surfaces? Bien, l'uréthane n'est pas assez fort, il va s'égrener.
C'est comme ça ferait deux surfaces, mais on ne le conseille pas. On suggère soit de mettre un boudin d'étafoam ou un tape anti-adhésif. C'est important ce que tu dis là. En dessin, on en parle souvent. Est-ce qu'on est sur 2 ou 3 surfaces? Ouais. J'aimerais ça un peu plus de détails. C'est quoi les erreurs qu'on voit d'installation de ces scellants-là? Si un scellant a 3 points de contact, il va venir travailler en V. Et si un scellant vient travailler en V, il va avoir des risques de déchirure. Puis ça va être causé par du mouvement ou des choses comme ça. Et c'est pour cette raison-là qu'on va toujours demander d'avoir 2 points de contact. Et le 2 points de contact, ça va être une forme un peu comme un nœud papillon. Le scellant, il va être concave à ce moment-là. La partie haut, la partie basse va être vraiment un peu courbée. Ça va être la forme d'un nœud papillon. De cette façon-là, on va chercher l'élongation maximum. Si c'est un 3 points de contact, l'élongation maximum ne pourra pas aller chercher l'élongation maximum. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, c'est que vraiment, la mousse sert vraiment à isoler. Le scellant, lui, il est vraiment là pour pas que l'air passe. Il y a 2 applications. Il ne faut pas mêler les 2. Non, exactement. La mousse doit être toujours recouverte aussi parce qu'elle ne résistera pas au UV. Là, où on va mettre le scellant. Ça va mieux sceller. C'est une équipe de hockey en tant que telle. Toutes les composantes étaient importantes. Un gardien, un joueur d'avant, un défenseur. Dans la construction, c'est la même chose. Les composantes sont très importantes. C'est là qu'on voit vraiment la qualité d'un bon produit, d'un bon bâtiment. C'est que chacun de tes produits est à la bonne place et dans le bon moment, puis il a été bien appliqué, bien utilisé. Dans le fond, ce que je comprends, là, c'est que chaque détail compte dans tout ce qu'on a dit là depuis le début de ce podcast-là. Il faut vraiment prendre le temps de tout bien penser. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi le résumé que vous faites, vous, d'une bonne application dans le silicone, dans le scellant? Bien, comme je pense qu'on en a parlé un peu une couple de fois, vraiment la communication dès le départ. Si ça, c'est pas négligé, ça va bien aller. S'il y a une bonne communication, les vérifications sont faites, le devis est suivi, les manufacturiers sont au courant de ce qui s'en vient, il n'y aura jamais de problème. C'est quand on saute ces étapes-là qui commencent les histoires d'horreur, puis on essaie de rattraper. C'est comme on pèle par en avant, là. Et dans la bonne communication, c'est la bonne formation aussi. Parce que lors de l'exécution des travaux, on en revient les préparations de surface, le type de joint que vous devez faire, la grosseur des joints, la compatibilité des matériaux. C'est toutes des choses qui sont super importantes qu'il ne faut pas négliger pour avoir un résultat à la perfection. Choisir le bon produit. Le bon produit, bien merci. Pour la bonne application. Oui, merci les gars. Vraiment, ça m'a fait me rendre compte qu'il n'y a pas juste des couleurs dans les scellants. Que oui, l'architecte va bien aimer mettre une des 400 couleurs disponibles, puis c'est correct. Il faut que ça soit fait. Mais la chimie qui est en arrière de ça, toute la physique qui est en arrière de ça est très importante. Tant que c'est du hat-face, c'est correct. Merci à vous deux. Merci à vous tous de nous avoir suivis dans notre podcast. Et on se revoit au prochain podcast.